Bonjour, c'est Japanman et laissez-moi vous présenter mes lectures manga du mois de septembre 2024. Pourquoi septembre? Parce que oui, c'est incroyable à imaginer quand on voit à quel point je suis régulier d'habitude dans mes lectures. Mais pour certaines raisons, je n'ai pas lu de manga durant tout le mois de juin, de juillet et de août. Même moi j'ai un peu du mal à réaliser parce que 3 mois d'affilée, je crois que c'est déjà une première depuis qu'on fait ces vidéos. Et avant ça, ça doit remonter encore à assez longtemps. Hein. C'est depuis que je suis à peu près stable sur mon cycle d'achat de manga, de lecture, etc. C'est peut-être même une première, quoi. Donc bon. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai pu me faire quelques lectures en septembre, donc on va en profiter pour les passer en revue. C'est parti pour mes lectures manga du mois de septembre. Alors, on va commencer avec la seule nouveauté de cette vidéo, qui est le tome 1 de Dead Rock. Dead Rock, c'était assez naturel que je l'achète, parce que c'est la nouvelle série de Hiro Mashima. Et moi je suis un grand fan de Hiro Mashima, tout simplement, hein, comme beaucoup de monde je pense, et comme Pika à mon avis, vu à quel point ils sont au taquet sur les sorties de Mashima à chaque fois. Vraiment, ça se sent que c'est leur poulain, ça se sent que c'est vraiment leur gars le plus rentable, Hiro Mashima. Parce que, genre, on est d'accord, on est d'accord que la seule raison pour laquelle ils n'ont pas sorti de Rave, c'est parce que c'est Glénat qui a les droits, et même Glénat ils ont fini par se dire, viens on fait une réédition de Rave. Donc il n'y a vraiment aucun mystère sur le fait que Hiro Mashima est très apprécié des éditeurs et en l'occurrence, si je me fie à mon propre profil, des lecteurs aussi. Donc Dead Rock, en plus de ça, il est encore plus en roue libre que sur Eden Zero. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, par rapport à Fairy Tail, Eden Zero avait cette audace, et c'est pas un reproche envers Fairy Tail, hein, attention, avait cette audace du manga qui vient après un gros succès, vous voyez. Eden Zero avait ce côté, j'ai déjà eu mon gros shonen, si j'ai envie que dans un tome on réécrive la réalité, alors c'est un exemple, hein, je dis pas que ça arrive dans Eden Zero, mais même s'il y a des trucs similaires entre guillemets, sans spoiler, hein, voilà, si j'ai envie que dans un tome de Eden Zero on réécrive la réalité, l'auteur il laissait faire son envie, quoi. Il pouvait faire des trucs assez audacieux dans Eden Zero. Là, on a encore une impression d'au-delà, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que si demain il a envie de tuer le personnage principal, il le fera. Alors non pas que le personnage principal ait l'air de vouloir mourir ou d'être prêt à mourir dans ce tome, hein. C'est juste que il a l'air moins complexé par la mort, par exemple. Voilà, je spoil pas de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. C'est un manga qui a l'air plus violent entre guillemets. Peut-être même qu'il y a d'autres sujets un peu plus dark, on va dire, qui seront abordés, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà quoi. J'ai l'impression qu'on est encore au niveau au-dessus de vas-y, on s'éclate, on fait juste ce qu'on veut. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que voir un grand mangaka faire un manga aussi libre, ça peut donner des très grandes choses, ça peut donner des trucs très rigolos, très intéressants et très décomplexés. Parce que voilà, parfois on se lasse un petit peu de toutes ces structures qui enchaînent nos histoires, de cette... le héros doit toujours gagner, doit toujours être gentil, doit toujours... voilà, là... Peut-être qu'on va finir par s'échapper de ça à force que l'auteur se lâche de plus en plus à chaque nouvelle série. Parce que en fait, il a des succès à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il peut se permettre des trucs. Et s'il peut se permettre des trucs, c'est tout bénef pour nous. Parce que du coup, on peut découvrir des trucs assez originaux dans leur approche au final. Déjà que Eden Zero, il y a vraiment des choix où je me disais, ah ouais, ça se voit qu'il fait comme il veut. Là, Dead Rock, c'est d'autant plus visible dès le premier tome. J'ajouterai par rapport à Dead Rock et Eden Zero, vu qu'on parle un peu de la relation entre les deux, que c'est assez particulier parce que quand Dead Rock a été annoncé, il me semble qu'il était spécifié que ce serait une série courte. Donc moi je m'attendais à 2-3 tomes, enfin vous voyez. Et là au Japon je crois qu'ils ont déjà quelques tomes et que c'est pas annoncé comme fini, comme étant fini. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini Eden Zero par contre. Donc Eden Zero c'est terminé. Et je commence à me dire,
est-ce que finalement il serait pas parti sur Dead Rock, sa prochaine grosse série? Enfin, grosse série, mais justement, comme il a annoncé que c'était court, grosse série, où encore une fois on revient à cette idée, il peut faire ce qu'il veut, et s'il veut arrêter dans 2 tomes, il peut. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression qu'il a... Dead Rock, c'est un peu son exutoire, c'est un peu le... Eh, vas-y, j'ai fait 3 séries à succès, là, je fais ce que je veux maintenant, je fais un manga, j'ai dit il était court, donc si je l'arrête au bout de 2 tomes, personne m'en voudra. Je l'ai commencé en même temps que Eden Zero, donc ils pourront pas se plaindre non plus. Voilà, et puis au bout d'un moment, il s'est un peu pris au jeu de Dead Rock et il s'est dit, allez, Eden Zero, je savais que ça approchait de sa fin, je fais la conclusion et je me mets à fond sur Dead Rock, mais vu que c'est un manga plus libre, vas-y, il y a des idées, il y a des trucs un peu rigolos qui lui viennent en tête à mon avis. Moi je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment ce délire de... c'est son manga exutoire, c'est son manga où il est totalement libre parce qu'il a mis tout en place pour être libre. Il a fait un truc plus sombre dès le début, il a fait en sorte que ce soit en même temps que Eden Zero pour pas qu'on lui dise ah ta nouvelle série elle est nulle quoi, parce que c'était un peu une série parallèle du coup pour commencer. Il a dit que c'était court, comme ça on lui met pas la pression sur le nombre de tomes ou quoi que ce soit, et, on n'essaye pas de lui dire tu dois en faire une franchise avec des animés, des machins. Non, bah, mais par contre moi je prédis, ça va donner des animés, des machins, mais c'était pas prévu à mon avis. Enfin en tout cas c'était, voilà, c'était pas dans le package obligatoire quand il a voulu commencer cette série. Je pense vraiment, ma vision des choses, c'est vraiment que c'est une série libre, Dead Rock. Après, j'ai encore lu qu'un tome, mais ce premier tome est plutôt marrant et assez parlant, je trouve. J'aime bien le concept, j'aime bien comment ça se goupille, j'aime bien l'histoire telle qu'elle se présente pour l'instant. Donc, après avoir parlé pendant 6 minutes du fait du rapport à l'œuvre de l'auteur et de Eden Zero et tout ça, je vais peut-être enfin vous dire de quoi ça parle. Alors sans rentrer dans les spoils, grossièrement c'est un gars qui veut devenir le roi démon, et pour ça qui va devoir aller dans une école de démons, mais vu que c'est des démons, ils sont un peu en mode tu peux mourir à tout moment, et les taux d'obtention de diplômes sont extrêmement bas. Voilà, vous voyez à peu près le concept. C'est un peu Hirumakun à l'école des démons, mais où c'est pas un humain qui essaye d'être dans l'école des démons, et en plus il peut vraiment mourir beaucoup plus facilement quoi. Vous voyez le délire. Donc voilà. Concept plutôt simple mais plutôt attachant, hein. Moi les trucs d'école de démons, de trucs comme ça, je trouve toujours ça assez marrant à suivre généralement. D'autant plus quand c'est des démons colorés un petit peu, des démons un peu fantasques, un peu amusants dans leur design et dans leur pouvoir et dans leur... Encore une fois on en revient à Hirumakun, hein. C'est une bonne référence je trouve, mais aussi on peut penser à Rosario plus vampire dans une certaine mesure, même si c'est pas exactement des démons, vous voyez ce que je veux dire. Ce côté dans une école de monstres et de démons et de trucs comme ça, mais des démons colorés, des démons qui ont de la personnalité. Et là on est à peu près dans ce registre là, j'ai l'impression. Et les personnages secondaires sont plutôt intéressants, faut voir comment ils sont développés, mais connaissant Hiromashima, j'ai pas de doute sur le fait que ça va être intéressant. Voilà, en gros, c'est comme ça que je vois les choses pour cette série. Très bonne surprise pour moi. Je pressens que c'était censé être une série courte, mais que finalement, vu qu'il est totalement libre sur cette série, qu'il n'a pas de pression pour faire une franchise, qu'il n'a pas de pression de quoi que ce soit, et qu'en plus il sort tout juste de Eden Zero, et qu'on connaît Hiromashima, il travaille sur 30 autres trucs en même temps, ça m'étonnerait pas que ce serait vraiment sa série de la liberté, sa série un peu récréation, où il peut se permettre toutes les audaces. Alors ensuite, on va enchaîner avec le seul autre tome 1 de la vidéo, donc c'est pour ça que je l'ai mis ensuite, qui est Video Girl Eye, tome 1, et j'ai remarqué, après coup, parce que je l'ai acheté d'occasion parce qu'il était à très bas prix, que c'était une édition limitée. Donc voilà, je sais pas si c'est intéressant à souligner, mais c'est bon de le savoir. Et vous voyez, j'ai eu seulement 1 euro, ce qui est une bonne affaire. Et c'est d'autant plus une bonne affaire que c'est une série... alors pas que je voulais absolument lire, si vous voulez, enfin... C'est une série qui est dans mon registre, quoi, si vous voulez. Ça a l'air d'être une comédie romantique, etc. Moi, c'est le genre de manga que j'aime bien, parce que bah, c'est marrant et c'est touchant. Donc... c'était on va dire dans un coin de ma tête dans les mangas, s'il y a moyen autant tester, vous voyez ce que je veux dire. Et là en l'occurrence 1 euro le tome, en plus après coup je découvre que c'est une édition limitée, donc encore plus cool. Et j'étais content de pouvoir découvrir. En plus de ça, j'ai comme l'impression que le chara design me dit quelque chose.
C'est pas le... Ah bah si, attendez, je crois. Ça doit être au début. Ouais, à mon avis, c'est l'auteur de... C'est qui ça? C'est Wingman, un truc comme ça. Désolé si j'ai dit le mauvais, si j'ai raté le nom, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'ai la ref, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, en plus, c'est pas un inconnu total. Alors, par contre, je suis pas persuadé d'avoir lu un de ses mangas parce que j'ai pas lu Wingman. Donc, peut-être que j'ai lu autre chose de lui, mais en tout cas, son carré design me dit quelque chose. Donc, voilà. Donc non seulement ça me parlait un petit peu, mais en plus c'était dans mon registre. Et je savais que cette série existait, c'était, comme je vous l'ai dit, dans un coin de ma tête, je me disais, ce truc-là, s'il y a moyen un jour, pourquoi pas tester. Donc Video Girl Eye, de quoi ça parle? Vu que c'est un tome 1, c'est l'histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille, mais qui se fait plus ou moins rejeter indirectement, ou en tout cas il a pas l'air d'avoir ses chances, quoi, parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et qui va donc un jour mystérieusement tomber dans un vidéoclub, acheter une cassette, la regarder, et de cette cassette va sortir la fille que vous voyez sur la couverture. Et en gros, il y a une sorte de truc défectueux qui fait que la fille a pas la même personnalité qu'elle est censée avoir selon ce qui a marqué sur la cassette, quoi. Et du coup, elle va être un peu en mode garçon manqué, tsundere, je te frappe, enfin vous voyez le genre, quoi. On est sur une vieille comédie romantique, hein. On est plutôt de l'ordre du Lovina en termes d'interaction de personnages que de l'ordre du We Never Learn. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui s'y connaissent un peu en comédie romantique, RMS, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. On est plus sur je te tape parce que le vent a soulevé ma jupe que sur une relation un peu plus complexe qu'on pourrait avoir dans des mangas plus modernes. Voilà. On reste, c'est un vieux manga, mine de rien. Mais c'est pas un mal en soi, hein. C'est une ambiance, on va dire. Perso, j'ai rien contre. Mais faut être au courant, quoi. Si vous êtes habitué aux comédies romantiques plus modernes où certains clichés sont moins présents, là on est sûr le héros se prend des baffes pour rien, quoi. Enfin, vous voyez le genre, ou pour quelque chose, hein, ça dépend des mangas, mais je pense que vous avez saisi l'idée si vous avez lu quelques comédies romantiques qui datent un peu. Sinon, c'est une série qui est plutôt sympa à suivre, hein. Il y a des enjeux émotionnels, mine de rien, il y a un peu de drama dès le début parce qu'il y a cette histoire un peu de triangle amoureux. Qui devient plus ou moins carré, je crois, si techniquement. Ben voilà, quoi, c'est une histoire plutôt intéressante. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes en plus, donc il y a peut-être moyen qu'un jour je finisse la série si je trouve le reste d'occasion. Donc voilà, petite découverte sympa et assez solide. Si vous aimez bien les comédies romantiques, surtout de cette époque-là, il n'y a pas de raison de se gêner. Mais si c'est pas votre truc, vous pouvez passer votre chemin. C'est pas un indispensable non plus, j'ai l'impression. Mais c'est quand même un truc qui me trottait dans la tête, c'est un truc que je connaissais, donc c'est peut-être un petit classique du genre, sans être un gros classique que tout le monde connaît, un petit classique que si tu l'as vu, si tu l'as lu, tu connais, quoi. Et ensuite, j'avais dit que c'était le seul tome 1 qui restait, mais en réalité, il y a aussi ça qui est un tome 1 et 2. Et oui, haha, je vous ai eu, non en fait j'avais pas vu, mais on va dire que je vous ai eu sur une technicalité, haha. Donc pourquoi je vous montre ce manga? Déjà c'est un manhwa, moi je dis un manga coréen, hein. Après je sais que je crois que le terme le plus accepté c'est manhwa, donc c'est un manga coréen en gros. Quoique j'ai même un petit doute, là je suis pris d'un petit doute, est-ce qu'il serait pas chinois ce manga là? C'est l'esthétique un peu qui me... Enfin les inspirations qui me font peut-être dire ça. Dans mes souvenirs c'était coréen, mais c'est peut-être... Si jamais c'est chinois, ou je le mettrai à l'écran. Je mettrai le drapeau du pays à l'écran là pour me corriger si jamais. Dans mes souvenirs c'était coréen, mais ouais, et les noms font plutôt coréen. Ouais, c'est ça. Regardez les noms là, ils font plutôt coréen. Je pense que c'est coréen comme je le pensais. J'ai été pris d'un doute parce que je sais pas, vous voyez, le personnage me fait un peu penser à j'allais dire à Son Goku, quoi. Enfin, vous voyez, au roi singe avec son rouleau là dans le dos, tout ça. Donc bon, c'est ça qui m'a mis le doute pendant une seconde en regardant les couvertures là pendant que je vous parle, mais je crois bien que c'est coréen. De toute façon, vous savez, c'est Corée, Chine, Japon, c'est trois cultures, bon, qui certes sont très différentes sur pas mal de points, mais qui ont des racines communes, quoi. Il y a des caractères en commun, c'est pas pour rien que Dragon Ball c'est un manga japonais, mais ça parle d'une légende chinoise à la base. Enfin, vous voyez, c'est des pays qui sont proches géographiquement, forcément il y a des similarités culturelles et des références communes, au même titre que nous on a des références communes avec,
je sais pas, l'Espagne, l'Allemagne par exemple. Donc voilà, je serais pas surpris qu'il y ait une inspiration quand même de tout ce qui est légende chinoise, même très indirecte, vu que ils ont des rêves communs ces pays-là quand même. Mais sinon, pourquoi je vous montre ce manga? Alors je l'ai acheté d'occasion aussi, comme Video Girl High, j'ai eu à 1€ le tome je crois. Et en fait, il se trouve que c'est un manga dont j'avais déjà 2 tomes si je ne m'abuse. Ces 2 tomes que j'ai eu il y a très longtemps. Vous voyez les mangas offerts? De nos jours il y en a tout le temps, des tas d'opérations différentes. C'est même tellement habituel qu'on a l'habitude d'avoir ces plastiques, ces mangas plastifiés où t'en as 2 pour le prix d'un, etc. Ce genre de truc. Il y a une époque où c'était beaucoup moins répandu. Et à cette époque-là, eh ben, moi j'avais eu des mangas gratuits, j'avais eu justement des tomes de Demon King parce que c'était vraiment la série qui traînait sur les étagères des magasins. Et donc il y avait le magasin avait mis des stickers, si t'achètes 2 livres, quoi, t'as un de ces trucs là gratos. Et du coup bah bien sûr si c'est des gratos et que je les avais pas, j'en avais profité pour les prendre. Sauf que c'était les tomes genre je sais pas, les tomes 26 et 28, enfin j'ai pas les chiffres exacts, je vous les mettrai à l'écran de toute façon. Mais voilà quoi, vous voyez c'était pas du tout le début de l'histoire. Du coup moi je les ai achetés. À l'époque, j'avais pas du tout l'intention de lire la série spécialement, mais j'ai quand même eu les tomes, donc bah, je me suis dit autant les lire, même si c'est des tomes random dans la série et que je comprends rien à l'histoire. Donc là, dans ma bibliothèque, j'ai les 2 tomes en question quelque part qui traînent. Et là, vu que je me suis retrouvé devant beaucoup des tomes de cette série à 1€ pièce, dans un état décent, je me suis dit, vas-y, prends le début. Et j'ai aussi pris un tome que vous ne verrez pas là, parce que du coup je peux pas le lire, mais qui est un tome proche. Bah, je crois que même qu'il y a entre les 2 que j'avais déjà, vous voyez, histoire de d'essayer de remplir le trou entre les 2 que j'ai déjà, et ensuite petit à petit j'essayerai de remplir le trou entre le début et ceux que j'avais déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ferai peut-être un schéma à l'écran si j'ai que ça à faire. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai profité en gros pour comprendre l'histoire, quoi, pour lire le début de l'histoire et voir de quoi ça parlait en vrai. Et il y a d'autres tomes qui traînaient, donc peut-être que j'irai en rechercher, mais le problème c'est qu'il y en avait certains qui étaient dans un meilleur état que d'autres, donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas une série que j'ai exclu de continuer un jour ou l'autre. Comme je vous l'ai dit, j'ai un trou à remplir là, mais voilà. Donc c'est quoi Demon King? J'ai enfin pu lire l'histoire un peu correctement. C'est l'histoire, alors c'est un peu compliqué, d'une sorte bah, un peu un Shinigami dans l'esprit. C'est le gars qui vient prendre ton âme quand t'es mort, quoi. Donc c'est ce gars là qui est plus ou moins un ancien guerrier qui est mort, qui était super balèze, et en gros bah il va combattre des monstres et des trucs comme ça, et essayer de sauver l'équilibre de la vie, de la mort, enfin voilà, pour l'instant c'est ça. Je sais que l'histoire peut évoluer parce que dans mes souvenirs ça partait assez loin dans les tomes que j'avais lus, qui étaient donc les tomes 26 ou un délire comme ça. Content, mine de rien, d'avoir pu mettre un petit peu de structure derrière cette histoire que je connaissais de très loin, et de manière assez peu orthodoxe, j'avais découvert, quoi. Donc voilà, j'ai enfin un peu rendu honneur à cette série. Les mangas coréens, j'ai rien contre, hein. Personnellement sur les mangas je suis beaucoup plus laxiste que sur les animés au niveau de la définition de ce qu'est un manga. Donc ça me gêne absolument pas les mangas coréens, mais j'ai quand même toujours moins d'attrait parce que généralement ça se sent un petit peu quand même que c'est des mangas coréens, vous voyez ce que je veux dire? Tu sens que c'est pas un manga comme d'habitude. Il y a des différences qui font que voilà, il y a un côté peut-être aussi un peu plus amateur, comme on pourrait avoir dans les mangas français par exemple, vous voyez, ce côté ça veut être un manga et en même temps c'en est pas tout à fait un, mais moi je considère que c'en est quand même un à cause du format, etc. Donc voilà, un peu spécial les mangas coréens en ce qui me concerne, mais je suis tout à fait ouvert à en lire et à considérer ça comme des mangas sans problème. Donc un jour peut-être je lirai la suite, en tout cas content d'avoir enfin pu mettre du concret sur cette série. Donc ensuite, tant qu'on est sur un tunnel de manga que j'ai acheté d'occasion, autant en parler du dernier dans cette vidéo qui sera acheté d'occasion, dans le même magasin d'ailleurs, tant que j'y suis. Je sais plus si c'était en même temps, mais c'était dans le même magasin, ça c'est sûr.
Step Up Love Story tome 2. Alors Step Up Love Story, on en avait déjà parlé. Bah forcément, vu que c'est le tome 2, on avait parlé du tome 1. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Donc j'ai voulu m'y remettre parce que c'est un manga assez particulier, mine de rien. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment assez spécial, hein, c'est assez inédit, je connais pas d'autres mangas qui soient exactement dans ce registre-là. C'est une sorte de comédie romantique ecchi, mais avec une espèce d'ambition éducative sur le ecchi justement. C'est assez spécial, faut presque voir ça comme vraiment comme un livre éducatif quoi, mais avec des sondages, des trucs comme ça, alors qu'il concerne que les japonais et qui ont été faits à une certaine époque, hein, donc je sais pas si c'est très valable aujourd'hui, mais il y a ce mix un petit peu spécial de romance très mignonne, de ecchi, et en même temps le manga se sent un peu sérieux, se sent un peu ambitieux, un peu, t'as l'impression qu'il veut aider les gens. Et du coup c'est un mix assez particulier, je vous le cache pas, qui est pas pour tout le monde je pense, et je sais même pas si c'est vraiment pour moi à vrai dire, donc j'étais très curieux de me relire un tome quoi, parce que ça faisait longtemps que j'avais découvert le 1, là en l'occurrence il y en avait pas mal d'occasions, alors il m'a coûté un peu plus cher que les autres que j'ai présentés avant, hein, donc pour le coup c'était vraiment une sorte de petit caprice, de petit... voilà, une petite envie comme ça de me dire ah tiens si je me lisais la suite. Et voilà, alors j'ai pas grand chose de plus à dire que la dernière fois en fait, je me souviens plus ce que j'avais dit la dernière fois très honnêtement, hein, mais c'est une façon de parler je veux dire, ça m'a pas apporté beaucoup plus d'éléments à vous communiquer, si ce n'est que la série développe de plus en plus ses personnages et leur entourage aussi, on découvre dans ce tome certains membres de la famille, voilà, parce que du couple principal, parce qu'on suit un couple en fait, on suit cette fille là et son mari, mais ils se sont mariés pas un mariage arrangé, mais vous voyez un mariage arrangé quand même, enfin pas arrangé genre leur famille les ont obligés à se marier, mais arrangé genre ils sont allés dans une agence ou je sais plus quoi pour se rencontrer, enfin, vous voyez le genre. Et voilà, du coup, c'est un jeune couple qui a encore tout à découvrir et qui se connaissent quand même, hein. Ils sont amoureux, ils se sont rencontrés avant tout ça, avant de se marier bien sûr. Mais voilà, ils ont tout à découvrir ensemble, ils ont tout à surmonter, etc. Et du coup, c'est à peu près ça le propos. Mais je rappelle c'est sur un extrait ecchi hein, quand même. Tout en voulant être un peu éducatif, un peu informant. Donc voilà, je pense que ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Moi, le côté comédie romantique me parle un peu. Et c'est assez original dans le domaine, donc ça m'intrigue un peu. Je vous avoue que je serais pas contre me lire peut-être le tome 3, 4, de temps en temps, comme d'en prendre un en passant de temps en temps, par exemple. Mais en même temps, c'est pas la série du siècle. C'est pas totalement dans mon délire, quoi. Mais c'est original dans son délire par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, c'est un peu intriguant quand même. Je crois que c'est un peu culte, hein. C'est un peu vu comme un best-seller au Japon, il me semble. C'est ce que j'avais cru entendre en tout cas. Et je crois d'ailleurs que ils n'ont pas l'intention en France de tout publier. On s'est arrêté au tome 50 alors qu'au Japon vraiment ça continue. C'est un manga assez connu je crois, hein. J'avais vu il y a longtemps une vidéo dessus. C'est un manga qui a du crédit auprès des Japonais. Donc voilà, a priori l'aspect éducatif un peu a plu. Mais je le conseillerais vraiment pas à tout le monde. Cela dit, redécouverte un peu sympa. C'est toujours sympa de s'enfoncer un peu dans certaines séries qu'on a découvert dans des vidéos précédentes, quoi. C'est vrai, parce que des découvertes c'est bien, mais voilà, persister un petit peu dans l'histoire quand tu peux l'avoir d'occasion pas trop cher, c'est toujours sympathique. Ensuite, My Hero Academia, tome 39. Alors, My Hero Academia, je crois que ça y est. Il me semble qu'au moment où je vous parle, le tome final a été décidé. Le nombre de tomes avant la fin n'est plus très grand. Donc là on est au 39. Je crois que pour le 40, avant le 45 on a fini quoi. Donc on s'approche vraiment de la fin. Ce tome s'axe pas mal sur Ochako et sur comment s'appelle-t-elle, Himiko. Hop.
elle, si vous voyez pas qui c'est. J'aurais même pas besoin de mettre l'image au montage, tiens. J'ai la figurine directement. Mais ouais, et donc c'est pas mal axé sur Ochako, sur Himiko, il y a un peu de Choto aussi, enfin voilà, je vous spoil pas ce qui se passe dans le manga, bien entendu. Et bah du coup, il y a des avancées majeures sur les personnages, notamment, comme je vous parle de Ochako et Himiko, ça me... Voilà, moi, ce qui m'intrigue particulièrement, parce que moi, c'est un axe que j'aime beaucoup, c'est toujours, moi, la romance, parce que j'aime bien les comédies romantiques, j'aime bien la romance des personnages, donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer maintenant que cette espèce de rivalité qui n'a jamais vraiment été explorée de Himiko et de Ochako arrive à une conclusion plus ou moins satisfaisante. Qu'est-ce qui va se passer pour la romance? Moi, c'est toujours ça qui m'intrigue. Après, bon, généralement, dans les gros shonen comme My Hero Academia, la romance est surtout explorée en vrai dans l'épilogue. Donc, il faudra que j'attende la fin du manga pour vraiment me faire un avis là-dessus. Mais c'est aussi, d'ailleurs, tant qu'on y est, tant qu'on parle de ce sujet-là, pas des personnages qui sont exclusivement axés sur la romance. On le voit bien dans ce tome, en fait. C'est que Ochako et Himiko, c'est aussi des personnages qui ont leurs propres ambitions, leurs propres ressentis. C'est pas juste des love interest pour le héros. Et vraiment, ça se ressent bien aussi dans cet affrontement. Je sais, c'est peut-être un peu spoilé de dire qu'il y a un affrontement. Bah, quoique, si je vous dis que ça parle de Ochako et Himiko et que ça règle un peu le... Vous vous doutez, c'est une méchante et une gentille. Oui, ils vont se battre. Donc, enfin... bon, voilà, j'espère que j'ai spoilé personne, surtout. Mais voilà, ça concerne pas tellement Deku en fait, ce qui se passe. Donc ça c'est aussi intéressant à noter. Parce que moi j'ai tout de suite parlé de romance parce que c'est mon axe un peu que j'aime bien. Mais faut noter que dans ce combat ne concerne pas Deku. Sans vous dire ce que ça concerne et qui est touché par quoi et qui, voilà, quels sont les enjeux exactement. Mais c'est assez intéressant à noter. Donc voilà, c'est des personnages plutôt intéressants, je les aime bien. Et je suis content que My Hero Academia avance. Et pressé de voir la fin surtout. Parce que bah, y a des tas d'enjeux, il y a des tas de personnages. C'est un mine de rien un univers que j'ai suivi pendant longtemps. Et je suis curieux de voir comment ça va se finir. J'envisage de ne pas continuer à lire jusqu'à la fin, vu qu'il reste plus beaucoup de tomes. Donc peut-être que quand vous me verrez, ce sera genre le dernier pack de 3-4 tomes, vous voyez. Ou peut-être pas, faudra voir ce que je fais. Mais bon, quoi qu'il en soit, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour parler directement de la fin. Ou pas. Peut-être que c'est maintenant tout de suite pour parler du spin-off. Oui, parce qu'en fait, il y a le tome 5 de My Hero Academia, Team Up Mission. Alors, Team Up Mission, c'est toujours le spin-off par défaut. C'est le spin-off un peu lambda. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah en fait, ce manga, c'est vraiment les aventures probablement non canon des personnages de My Hero Academia qui font des trucs un peu futiles, mais rigolos, parce qu'il y a une thématique ou parce que il y a un groupe particulier qui a une synergie particulière qui fait un truc particulier, quoi. C'est vraiment des side stories, quoi. C'est tous les chapitres de My Hero Academia Team Up Mission pourraient être adaptés en filler dans l'animé, par exemple, s'il y avait besoin. Vous voyez? Si on était sur un animé avec un rythme à la Naruto ou à la One Piece où il y a besoin de faire des fillers, Team Up Mission ce serait une source de fillers incroyable. Même s'il faudrait changer 2-3 paramètres pour certains trucs qui peuvent pas être canon tel quel, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment juste les histoires annexes des personnages. Même le concept de Team Up Mission, de Team Up, donc cette idée de 2 personnages, ou plus je suppose, qui font équipe, alors qu'ils sont pas forcément destinés à faire équipe à la base. Vous voyez par exemple un team-up chez Marvel, ça pourrait être Hulk et Spider-Man, vous voyez. Si je faisais une série, enfin pas moi spécifiquement, mais si Marvel faisait une série Spider-Man et Hulk, incroyable duo, et ben ce serait un team-up, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et du coup ce concept se perd peut-être un petit peu au fur et à mesure de la série Team-Up Mission. On a... Là, souvent, ils sont peut-être plus que 2. C'est pas forcément des groupes si originaux que ça. Des fois, c'est beaucoup plus axé sur la thématique du moment que sur le fait qu'ils sont en team-up. Donc, le concept de team-up se perd un peu, je trouve. Mais c'est pas plus mal. Ça devient ce que c'était déjà un peu sans le vouloir. C'est-à-dire le spin-off générique, comme je vous l'ai dit, qui serait parfait pour faire une usine à filler dans l'animé si c'est un animé fleuve. Donc, voilà, petit spin-off sympathique. C'est clairement le plus faible de tous, je pense, parmi les spin-offs, mais c'est aussi le plus sûr. C'est-à-dire,
Si vous aimez bien My Hero Academia et que vous voulez juste voir plus de vos personnages préférés faire des trucs, c'est une valeur sûre. Par contre, si vous voulez un truc un peu original, bon, peut-être qu'il y a une histoire ou deux par-ci par-là qui vont vous toucher, le reste ça va être assez banal quoi. Mais ça reste un petit manga sympa, surtout si on est fan. Ensuite, Dragon Ball Super tome 22. Alors là, je sais pas trop quoi dire à vrai dire. En gros, c'est l'adaptation de Dragon Ball Super Super Hero. Alors on n'est pas encore tout à fait à la fin du film, mais on n'est pas loin quoi. Avec bien sûr 2-3 détails pour accrocher ça plus facilement à l'univers du manga, mais bah sinon c'est vraiment juste l'adaptation du film quoi. Et j'aurais un peu de mal à le juger du coup, parce que je sais pas trop, je sais même pas si c'est une bonne adaptation très honnêtement. C'est les choses se passent, mais vu que j'ai vu le film, en fait, je saurais pas vous dire si ça se passe fluidement, parce que moi je sais ce qui va se passer, donc pour moi ça se passe très fluidement, parce que j'anticipe ce qui va se passer ensuite. Mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sortent un peu de nulle part, d'un point de vue d'un lecteur qui n'aurait pas vu le film? Ça je me le demande. J'ai pas de réponse à cette question. Enfin, est-ce que ça va pas un peu vite pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le film? Moi je sais que c'est l'adaptation d'un film et que du coup bah, ça a juste une liste d'événements à représenter. Mais est-ce que y a pas des trucs qui sortent un peu de nulle... Déjà qui dans le film sortent un peu de nulle part, genre... bah, je vais pas spoiler. Mais est-ce que voilà, pour un lecteur, il n'y a pas vraiment des trucs qui ont l'air d'être là juste parce qu'ils doivent être là, sans qu'il y ait de vraies raisons? Enfin bon, voilà, ça reste l'histoire, la suite de Dragon Ball Super, mais j'avoue que bon, moi le truc que j'aime beaucoup dans le manga, c'est surtout de voir ce qui se passe après. C'est-à-dire que c'est la suite de Dragon Ball, quoi. Je veux savoir ce qui se passe, c'est quoi le nouveau méchant, c'est quoi le truc. Donc bon, quand c'est le film que j'ai déjà vu, forcément, ça perd un peu de son charme, son intérêt. Moi je veux de l'inédit, quoi. Moi je veux le prochain méchant, je veux voir les persos grandir, parce qu'en plus il y a eu une ellipse vu qu'on est dans Super Héros, sauf que j'ai déjà vu ça dans le film Super Héros. Genre Goten et Trunks plus vieux, je les ai déjà vus. Donc bon, c'est pas aussi génial que quand il y a une vraie nouveauté quoi. Moi c'est vraiment le côté, c'est la suite de Dragon Ball qui me hype pas mal ces derniers temps quand je lis Dragon Ball Super. C'est ce côté, oh y a Moro, oh y a Granola, oh qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont être en relation avec nos personnages habituels, comment vont évoluer nos personnages habituels, etc. etc. Donc voilà, quand c'est une redite du film, forcément ça me parle un peu moins. Mais, je vais pas faire ma mauvaise langue, c'est vrai que j'ai dit à plusieurs reprises que les ellipses à la place d'adapter les films, c'était pas une bonne idée pour les lecteurs de manga. Et du coup, je suis quand même pour qu'on adapte les films. Hein. Donc là, je suis un peu mauvaise langue. En vrai, je suis pour cette approche. Mais, force est d'avouer que quand t'as encore le film en tête, c'est une version un peu rushée du film, quoi. Donc bon. Ensuite, le tome 19 de Stranger Case. Alors Stranger Case, c'est quand même plutôt sympa ces derniers temps, je trouve. Parce qu'en fait, on est sorti du fil rouge, voilà, le MacGuffin, entre guillemets, qui était la cousine du personnage principal, le gars, hein, pas la fille, n'est plus un objectif, on va dire. Voilà, j'essaye de pas rentrer dans les détails pour pas spoiler si vous êtes peut-être quelques tomes de retard, mais voilà, c'est plus un objectif. Et donc, comme ce n'est plus un objectif, on est un peu plus léger dans le ton là tout de suite. C'est des histoires un peu... Enfin, avant il y avait une grosse histoire, donc c'était plutôt sympa. Là, on est sorti de cette grosse histoire. Donc là, on est sur des petites histoires plus légères. Et c'est pas plus mal, c'est assez sympa aussi, parce que quand le fil rouge s'éternise, c'est jamais... Enfin, c'est pas que c'est jamais une bonne chose, mais ça peut vite devenir frustrant. Et donc, avoir fait ce choix de donner une résolution qui ne conclut pas la série pour autant à ce fil rouge, et d'aller de l'avant, je trouve ça très sympa. Et là, ça temporise un peu avec des petites histoires très sympas, mais vu qu'on aime bien les personnages, on aime bien le style d'écriture de l'auteur, etc. C'est des petites histoires tout à fait sympathiques à lire, notamment celle par exemple du Tanuki, pour ceux qui ont lu ce tome, qui est assez amusante. Donc voilà, Stranger Case, petite série de mystères un peu cool, et là c'est dans un arc un peu plus calme, et ça me déplaît pas. Ensuite le tome 16 de Chainsaw Man. Alors là on est dans un axe à ce moment-là de la série un peu plus blabla, entre gros guillemets, hein, c'est pas péjoratif forcément, mais voilà, il y a beaucoup d'expositions, de personnages qui viennent parler à notre héros, qui lui expliquent des trucs, etc.
lui qui essaye de décider ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, etc. Qui regarde le monde évoluer plus ou moins en accord avec sa volonté. Je vais pas vous préciser bien sûr, pour pas vous spoiler, mais voilà, on est sur un tome plutôt blabla, plutôt exposition, plutôt on découvre des choses, mais moi ça ne me gêne pas. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce que si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 tomes, je ne sais plus, j'avais justement, entre guillemets, reproché le fait que c'était un tome purement axé sur le combat et ce genre de choses. Donc moi, le fait que ce soit un tome plutôt blabla, dans l'absolu, c'est pas du tout une mauvaise chose. Je préfère un tome full blabla qu'un tome full combat. Sauf si le combat est ultra intéressant et ce genre de choses. Mais je veux dire, le combat dont je parle précédemment, qui était il y a 1 ou 2 tomes par exemple, n'était pas le plus intéressant de l'univers, à mes yeux. Donc là, plutôt avoir du développement de personnages, etc., c'est plutôt ça mon style. Même si on n'est pas tout à fait dans le bon équilibre non plus. Pour moi, il y a vraiment un équilibre parfait à trouver. Mais bon, après, si l'auteur préfère raconter son histoire comme ça, c'est probablement juste moi qui suis trop focalisé sur le tome par tome. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que dans la globalité, l'histoire se tient et est plutôt bien rythmée. Donc voilà, Chainsaw Man, toujours sympa, toujours cette valeur sûre. Après, c'est vrai que depuis quelques tomes, j'attends encore ce petit moment pépite, vous voyez. J'attends cette petite étincelle. Parce qu'on sent qu'il se passe des trucs, il y a des trucs qui se mettent en place. Mais j'attends le moment où ça explose encore. J'attends le moment où ça va vraiment redevenir palpitant à suivre à chaque tome comme ça l'était à une certaine époque. Mais c'est pas devenu mauvais pour autant, n'y voyez pas là une grosse critique. On va enchaîner sur un tome que j'ai mis étrangement longtemps à acheter. C'est le tome 6, c'est le dernier tome de Koshushiro. Alors, Koshushiro, c'est une série que j'avais découvert en animé, qui est très sympathique, qui est très drôle, qui est très touchante sur un certain aspect, mais que je vais pas vous spoiler, bien entendu, ça je spoilerai clairement pas. Et comme vous le voyez, 6 tomes, la version manga est pas très longue, et je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup. Alors, moi je vous conseillerais plutôt l'animé, parce qu'en plus il y a les musiques qui sont plutôt cool, en plus c'est un animé qui se termine en une seule saison, genre vraiment il y a une conclusion, enfin il y aura peut-être une suite un jour, mais il y a vraiment une conclusion, quoi, c'est vraiment une petite histoire. Donc je vous conseille plus l'animé, mais le manga se lit très bien, je peux vous le dire, je viens de le finir, enfin il n'y a pas longtemps. Donc voilà, fin de Koshushiro, l'animé super, le manga très cool. Franchement c'est une série qui pourrait vous surprendre si vous lui donnez sa chance. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un type qui se fait isekai dans le monde des dieux, et les dieux lui disent bon bah tu es un héros, tu dois sauver un monde, mais toi on t'a attribué un monde de rang SS+, enfin je sais plus comment ils disent quoi, en gros on t'a attribué le monde le plus dur, et le héros lui est comme le titre l'indique, overly cautious. Donc il est en gros, pour traduire en français, extrêmement prudent. Et donc en gros ce qui va se passer, c'est que c'est l'histoire d'un héros excessivement prudent, genre le gars s'il a pas 50 potions sur lui à chaque instant, il est en stress. Il va tout faire pour aller en acheter. Le gars quand il bat un slime, il atomise ses particules avec une attaque niveau max, pour être sûr et certain que le slime ne va pas s'avérer être un ennemi surpuissant qui s'était déguisé ou je ne sais quoi. Enfin vous voyez le genre quoi, c'est vraiment, il abuse de prudence. Il va devoir faire sauver le monde avec la déesse qui l'accompagne, Restart, qui elle est une déesse un peu qui est un peu dépassée par les événements et un peu fofolle, et qui en plus a peut-être un petit peu un faible pour lui. Enfin voilà, c'est amusant, c'est rigolo et ça peut être très touchant sans vous spoiler quoi que ce soit. Koshushiro, vraiment petite pépite du isekai, c'est un petit truc en plus c'est un petit bonbon qui se mange. Voilà, je vous l'ai dit, en animé c'est une saison, en manga c'est 6 tomes, donc ça se vit très rapidement. En plus maintenant toute la série est sortie, donc vous pouvez vraiment vous lire tout le manga d'un coup si vous êtes plus manga, vous pouvez vous regarder tout l'animé d'un coup si vous êtes plus animé, ou en 2 fois. Bon, je peux comprendre 12 épisodes d'un coup, c'est un peu beaucoup. Voilà quoi, ça se regarde, ça se lit. Super bonne surprise à l'époque, toujours une super bonne surprise. Enfin, c'est une surprise du coup, mais toujours super cool. On enchaîne avec le tome 20 de Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei qui est toujours une série que j'apprécie particulièrement. Hein. Mushoku Tensei, pour moi, ça s'est vraiment hissé dans mon... alors pas mon top 3 manga de tous les temps, quoique.
Quoique, faudrait que j'y réfléchisse. Mais mon top 3 des mangas que je suis actuellement, que je ne pourrais pas lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, si demain tu me dis, on t'a jeté une malédiction dans ta vie, tu ne peux continuer que 3 de séries que tu es en train de suivre en ce moment là, Mushoku Tensei ferait partie des 3. Je vous le dis, pour moi ça a vraiment été une claque Mushoku Tensei à l'époque, et c'est toujours ultra agréable à suivre. Donc, très content de lire la suite. J'ai pas énormément de choses à dire, comme vous le voyez, ça s'axe beaucoup sur les 2 petites sœurs. Et voilà, pas grand chose à ajouter. Je veux pas vous assommer sur celui-là, parce que comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Et voilà, je vais juste vous dire que c'est très bien. Et si vous n'avez pas laissé sa chance, je vous le conseille très très fort. L'animé, je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu. Mais il y a un animé qui est en cours en ce moment, enfin qui a des saisons et tout. Donc voilà, manga ou animé, moi le manga je peux vous le conseiller à 1000%, l'animé je ne sais pas, le roman je ne sais pas non plus. Et bien sûr, s'il y a un tome de Mushoku Tensei qui sort, vous pouvez être sûr que le tome des aventures de Roxy sortira en même temps. Et c'est très cool les aventures de Roxy. Alors on avait eu justement tout un débat la dernière fois sur est-ce que la série est bientôt finie. Parce qu'en gros, on avait atteint un point où en gros on rejoint les événements du manga principal, parce que c'est un peu une préquelle les aventures de Roxy. Et on se demandait justement, vu que la fin n'avait pas été annoncée, est-ce que ça va se continuer les événements en parallèle du manga principal? Est-ce que on va faire s'arrêter très longuement sur le début de Mushoku Tensei? Est-ce que, voilà, on se posait tout un tas de questions sur où est-ce que ça allait. Et comme vous le voyez à la fin du manga, le prochain tome sera le dernier. Donc, ça signifie qu'en gros, ce tome 11 et le prochain, le 12, c'est Roxy qui rencontre Rudeus et qui vivent quelques petites aventures qu'on n'avait pas vues dans le manga principal. Et après ça, ça va s'arrêter. Donc, je pense que ça n'ira pas plus loin que le début de Mushoku Tensei. Cela dit, vu que le manga avait commencé avec une sorte de, pas un flash forward, mais si vous voulez, tout le manga est un flashback en fait. Donc vu que ça avait commencé sur un flashback, peut-être qu'on va conclure aussi dans le futur, qui est le présent. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le futur pour nous qui lisons le manga et qui ne sommes pas du tout là dans le manga. Donc voilà. Je suis quand même assez pressé de lire ce dernier tome des aventures de Roxy. Les aventures de Roxy qui est un plutôt bon spin-off avec des histoires plutôt surprenantes et plutôt intrigantes, mais qui restait un spin-off malgré tout. Spin-off très très cool, attention, j'ai dit plusieurs fois que c'était, ça me redonnait un peu l'envie de lire des spin-offs et ce genre de choses. C'est un très bon spin-off, les aventures de Roxy, mais ça reste un spin-off, et des spin-offs tu finis par t'en lasser au bout d'un moment. Et je pense que si ça avait continué encore trop longtemps, on s'en serait lassé des aventures de Roxy. Là c'est un peu cool que ça termine, et en même temps c'est un peu cool que ça ait eu lieu, vous voyez ce que je veux dire? C'était un bon spin-off, vraiment. Mais comme tous les spin-offs, tu finis par te dire, c'est quand même plus la série principale qui m'intéresse. Hein. Si j'avais le choix entre avoir 2 tomes de Mushoku Tensei et un Mushoku Tensei, un Les Aventures de Roxy, je choisirais avoir 2 Mushoku Tensei, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, s'ils pouvaient mettre les équipes de traduction sur, sur 2 tomes de Mushoku Tensei, vu qu'ils ont plus cette série-là, ce serait vraiment tout bénef. Mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je rêve un peu là, je rêve éveillé. Imaginez avoir 2 tomes de Mushoku Tensei à la fois, à chaque fois. Ce serait génialissime. Mais bon, ils vont pas faire ça, hein, vous emballez pas non plus. Mais en tout cas, super spin-off, et je suis pressé de voir ce que nous réserve le dernier tome. En espérant que ça spoil pas trop la fin, parce que le début spoilé, hein. Ça spoilait Mushoku Tensei tout court, parce que ça se passe beaucoup dans le futur, et toute la série est un flashback. Donc j'espère que la fin ne spoilera pas trop non plus. Ensuite, le tome 4 de Mother Parasite. Alors, on va pas tergiverser 1000 ans, on en a déjà beaucoup parlé parce que c'était une découverte très intrigante à la base. Et que c'est un manga qui en fait est fort en émotion. C'est-à-dire que Mother Parasite, c'est une montagne russe de... on va dire, oulala ça va mal finir. Et ah c'est bon, ok, c'est un peu d'espoir, enfin merci. Et ensuite ça va mal finir, et re-espoir, et ça va mal finir, et re-espoir. Alors c'est pas aussi régulier que ça, justement, ça joue un peu sur tes nerfs, des fois il se passe un truc très dark, et en fait, oh c'est bon finalement, ça va, ils gèrent les persos, tu te dis, ah il y a un espoir, ils vont mettre en échec le perso principal qui est plus ou moins aussi le méchant, enfin c'est un peu particulier comme histoire, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est très stressant comme histoire. Et du coup, quand tu te dis que c'est bon, tu sens que ça va bien redégénérer ensuite parce que le perso principal c'est un malade.
et puis ensuite il est un peu mis en échec, donc tu reprends un peu espoir, etc., etc. Mais je sens qu'un jour, un moment, ça va craquer. À mon avis, c'est une série qui va avoir plusieurs arcs, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour qu'il y ait plusieurs arcs dans cette série, vu le concept, il y a des gens qui vont être brisés, je pense. Il y a des gens qui... ça va mal finir, à mon avis, pour certaines personnes. Et à mon avis, le manga tout court, comme je vous l'ai dit, je vois un peu ça comme un film d'horreur. Alors c'est pas du tout horrifique, c'est plutôt psychologique, hein, mais un film d'horreur au sens où ça va pas finir bien. Ça va finir parce que le méchant est neutralisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à la fin d'un film d'horreur, enfin, je regarde pas tellement de films d'horreur très honnêtement, mais c'est le sentiment que j'en ai. À la fin d'un film d'horreur, t'es pas en mode tout est bien qui finit bien. T'es en mode ouf, enfin c'est fini. Le tueur et ou le monstre ou je sais pas quoi ne va plus tuer des gens. Ouf. D'ailleurs, c'est souvent que t'as à ce moment-là qui sort sa main du sol ou qu'il attrape quelqu'un et qui en fait il est encore vivant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah là, c'est un peu le même principe. Je sens qu'à la fin de cette série, on va pas être en mode ouf, tout est bien qui finit bien. On va être en mode ouf, tout finit. Enfin ce type est neutralisé. Enfin, il s'est calmé. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Peut-être même qu'il va gagner. Qui sait, peut-être que le perso principal qui est plus ou moins le méchant va gagner à la fin. Qui sait. Ce serait horrible. Voilà, vraiment série très prenante, mais assez stressante. Hein. Je vous le dis, c'est pas du tout pour tous les publics. C'est assez spécial comme série, mais t'as envie de voir le perso principal perdre, genre vraiment. Et en même temps, t'as des persos qui apportent beaucoup d'espoir et qui du coup sont très attachants et tu sens qu'il va leur arriver des malheurs. Et ça, c'est vraiment pas agréable, mais en même temps, vu que c'est fait exprès par le manga, c'est bien fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est agréable en un sens. En termes de lecteur, voilà, c'est agréable. Mais quand tu le lis, les émotions que tu ressens sont beaucoup de stress d'expectatifs et vous voyez le genre. Donc série très particulière. Ensuite, le tome 29 de One Punch Man. Donc on commence enfin à voir le bout de cet arc très ambitieux contre l'association des monstres où à chaque fois il y avait un boss secret derrière le boss. Enfin voilà, on commence à en avoir le bout. Enfin, quoi qu'on avait déjà commencé en vrai, mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours un boss secret derrière le boss et une seconde forme derrière le boss secret, et etc., etc. Donc en vrai, ça traîne peut-être même un peu en longueur, mais il y a des nouveaux paramètres qui viennent en compte, il y a des développements, etc. One Punch Man, c'est une série qui, je trouve, s'est vraiment bien développée, qui a vraiment bien évolué. Donc c'est plutôt intriguant malgré tout. Hein. Donc One Punch Man, voilà, des fois j'ai pas énormément de choses à dire, One Punch Man vous connaissez, et c'est toujours très bien, pour ceux qui auraient peut-être lâché à l'animé ou j'en sais quoi, ou je ne sais quoi, One Punch Man toujours très cool, attendez la saison 3 avec impatience, vous verrez c'est plutôt une bonne saison je pense. Enfin ça dépend comment il l'anime je suppose, mais si on se base sur les scénarios que j'ai vus dans le manga, c'est plutôt la saison 3 promet d'être plutôt sympa pour les gens qui regardent l'animé. Alors ensuite, le tome 16 de Monster Musume. Alors truc intéressant avec Monster Musume, c'est que c'est un tome full thématique. C'est-à-dire que dans ce tome, il y a un scénario propre à ce tome, qui se conclut dans ce tome. C'est, comme vous vous en doutez peut-être en voyant la Yuki Onna qu'on a déjà croisé plus tôt dans l'histoire, c'est une histoire où ils vont travailler dans une source chaude. Et ça fait tout le tome en fait, pile tout le tome. C'est-à-dire que ça commence, ils arrivent dans la source chaude pour aider la source chaude, et à la fin du tome, ils partent de la source chaude. Et je crois que c'est pas le premier tome qui fait ça. Et c'est intéressant de voir que cet axe un peu plus thématique que commence à prendre l'auteur, de genre c'est plus chapitre par chapitre, maintenant c'est vraiment un tome, une thématique où ils vont aider un de leurs amis qu'on a croisé plus tôt dans le manga, ou ils vont faire un truc, une activité, ils vont quelque part, enfin voilà. Et intéressant. Et du coup c'est beaucoup moins axé sur la relation entre les personnages, ça est un peu dommage je trouve. C'est-à-dire que vous verrez pas de développement majeur entre le protagoniste et Rakné, ou Mia, ou et Santorea. Vous voyez, les personnages sont beaucoup moins acteurs de leur histoire là dans ce tome, et sont beaucoup plus spectateurs, beaucoup plus... voilà, c'est un peu comme si tu avais des personnages familiers qui te présentaient une situation, mais très honnêtement dans ce tome on est plus proche d'un... sur le papier on est un peu plus proche d'un Interspecies Reviewers, de ce qu'on pouvait attendre de Monster Musume au début, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La romance entre les personnages principaux n'avance pas trop là. C'est vraiment juste, on découvre une structure dirigée par une Monster Girl, avec des règles spécifiques prévues pour gérer les Monster Girls, etc. Donc, d'où le rapprochement avec Interspecies Reviewers, en fait, vous voyez le genre. Donc, voilà,
J'espère que ça va pas rester dans cette direction trop longtemps non plus, parce qu'un truc qui me plaisait pas mal dans Monster Musume, c'est aussi la relation entre les personnages qui était très mignonne, je trouve. Mais ça reste sympa, c'est des personnages avec qui on aime bien s'amuser, qu'on aime bien voir évoluer, donc voilà, même s'il n'y a pas d'évolution émotionnelle entre eux, c'est pas très grave, ça reste sympathique à suivre, quoi. Mais j'espère que ça va pas devenir la norme, parce que moi j'aime bien quand ça évolue quand même, j'aime bien quand... voilà, je suis pas contre avoir 2-3 autres tomes où ils visitent une ferme ou je sais pas quoi comme ils ont déjà fait, mais moi je préfère quand même les voir évoluer dans leur milieu, les voir... voilà, qu'il se passe des petits trucs un peu mignons, des petits trucs un peu touchants entre les personnages qu'on a appris à aimer tous ces tomes. Ensuite, moi quand je me réincarne en slime, donc on est au tome 24, il n'y a pas énormément de choses à dire, on est un peu, j'ai envie de dire, dans le cooldown de l'arc précédent. L'arc précédent a enfin eu son climax, enfin il y a enfin des méchants qui complotaient depuis un certain temps qui avaient été vaincus. Donc là on est beaucoup dans le cooldown où on met les choses à plat avec les anciens ennemis, on fait une petite fête, on développe le village, etc. Alors bien sûr dans l'ombre il y a encore des méchants qui complotent, mais on est encore voilà, dans cette période de calme un peu entre deux gros arcs. Donc voilà, très sympa, si vous aimez bien l'univers, si vous avez accroché aux 23 premiers tomes, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas celui-là. Et moi, je suis pressé de voir où ça va. Voilà, les complots et tout, ça dépend comment c'est fait, c'est pas toujours les trucs qui m'intéressent le plus, mais voir le village évoluer, tout ça, moi ça me fait très plaisir, donc ce tome-là était tout à fait sympathique à suivre. Et ensuite les tomes 7 et 8 qui sont les derniers mangas de cette vidéo de ReZero Arc 4, donc le sanctuaire de la sorcière de l'avarice. Alors c'est un arc qui est très intéressant parce qu'on en apprend vraiment beaucoup plus sur le lore de ReZero, on avance beaucoup plus sur le mystère de pourquoi on lui... Enfin on n'a pas les réponses hein, mais sur pourquoi le héros a ce pouvoir là, quelles étaient les intentions de la personne qui lui a donné, etc. etc. Le lore des sorcières qui est toujours assez intriguant parce que c'est des personnages très puissants et c'est presque des espèces de dieux dans un sens. Donc intéressant de les voir interagir avec le héros. Et voilà, c'est sympa parce qu'on se rapproche de la vérité quelque part. Et en même temps c'est un arc très fort en enjeu qui est dans une situation, le héros est dans une situation un peu inextricable où tu as l'impression que tout le monde est contre lui quoi qu'il décide de faire. Parce que bah, il doit être à au moins minimum 2 endroits en même temps. Et là il reprend un peu espoir dans ce tome là. Enfin c'est 2 tomes. Donc je peux vous dire que dans ReZero en 2 tomes il s'en passe des trucs. Hein. Il passe du désespoir à l'espoir 3 fois je pense dans ces 2 tomes. Mais c'est intéressant à suivre. Voilà. Et le concept de ReZero est très cool. Donc je peux être que pressé de voir la suite. Surtout que plus on avance, plus on devrait se rapprocher du moment où il renaît de ses cendres, quoi. Où le héros parvient à tout exploser et à battre tout le monde parce qu'il a fait suffisamment de boucles et il est suffisamment bien dans sa tête pour se dire je vais sauver tout le monde. Et ça c'est cool. Donc voilà, très pressé de voir la résolution, d'autant que là, j'ai l'impression qu'on est parti pour le run final où il va essayer justement de vraiment sauver tout le monde, il va tout faire pour. Alors, pour le manga coup de cœur du mois, j'aurais pu choisir, donc qui est, je le rappelle pour les nouveaux, hein, le manga entre guillemets que j'ai le plus apprécié de ce mois-ci, mais c'est jamais très formel hein, comme choix. J'aurais pu choisir Mushoku Tensei, voilà, presque par principe, mais j'ai décidé, comme il n'y avait rien qui m'est venu instinctivement, alors j'aurais aussi pu dire Dead Rock, tiens. Mais voilà, comme il n'y a rien qui m'est venu instinctivement, je me suis dit, on va faire ça de manière honorifique, quoi. Et on va choisir Koshusiro, tome 6, pour le symbole, parce que c'est la fin d'une série que j'avais beaucoup appréciée en animé et qui est très sympa en manga aussi. Et voilà, il sort de lui une petite consécration pour cette série que j'apprécie beaucoup. Koshusiro, tu es le manga, coup de cœur du mois, youpi! Vous pensez qu'ils le mettront sur les prochains tomes? Un tampon manga coup de cœur du mois de Japanman? Moi je pense pas. Je pense que tout le monde s'en fiche. Mais on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo lecture manga du mois de septembre 2024. Donc encore une fois, hein, 3 mois sans vidéo. Et en plus, vu le moment où je tourne, je suis à peu près sûr qu'il y a encore des retards. Donc bon, désolé. Plutôt sympa comme lecture. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, du coup. Et voilà. Toujours cool de pouvoir lire des mangas. Moi je suis plus, surtout quand il y a des séries comme ça quoi. Il n'y a vraiment pas à dire quoi, c'est lire des mangas c'est génial.
Et je vous dis à plus en espérant qu'il n'y a pas eu trop de bugs de son.